Bonjour à tous. Je suis Mathilde Kunczynski, je suis médecin et ostéopathe. Je suis tête de liste pour l'Alliance solidaire des Français du Royaume-Uni. Je suis avec ma collègue Marine Vincent aujourd'hui, qui est pharmacienne. Et nous sommes là pour parler du sujet de la santé au Royaume-Uni et puis répondre aux questions qu'on nous a posées le plus fréquemment pour essayer d'éclaircir un petit peu ce qui se passe et la situation. Alors, pour commencer, en fait, je me suis dit que ce serait plus facile de faire une petite présentation qui couvre en fin de compte les questions qu'on nous a posées le plus depuis qu'on a lancé l'appel aux questions. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, si vous commencez à nous poser des questions sur la partie Q&A, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Je vois qu'il y en a déjà qui sont arrivées, donc voilà, n'hésitez pas, posez-nous les questions au fur et à mesure. Et puis, si vous voyez que à un moment donné, on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions parce qu'on a beaucoup de demandes, ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions plus tard s'il le faut. Donc, de toute façon, vos réponses, vous les aurez. Donc, pour commencer, je voulais juste faire une petite présentation. On va parler du système public, puis du système privé, des urgences, de la question du Covid, parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont arrivées sur les tests, où est-ce qu'on peut se faire tester, etc. Et puis, on va parler de ce qu'il faut faire à l'heure actuelle pour voyager entre la France et le Royaume-Uni et le Royaume-Uni et la France. Voilà, donc dans les deux sens, parce que je crois que ça regroupe la majorité des questions qu'on nous a posées. Donc, si on peut passer à la prochaine slide sur le système public. Merci. Donc, le système de santé publique au Royaume-Uni, je pense que la majorité des gens sont déjà un petit peu familiarisés avec. Il y a un système centralisé sur le médecin généraliste, le GP. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme le médecin traitant en France, dans le sens où c'est lui qui va centraliser les soins. Donc, quand on arrive au Royaume-Uni, on s'inscrit chez le GP, donc dans une clinique locale. On a le choix. Donc, on peut faire une petite recherche de quartier, voir quels praticiens ont une bonne réputation, etc. Le site NHS est très, très bien fait. Et puis, voilà, donc choisir un GP avec une clinique qui est donc le plus proche de chez vous possible. Pour l'enregistrement, d'habitude, il ne faut pas grand-chose de plus qu'une preuve d'adresse et une preuve d'identité. Donc, c'est assez simple de s'enregistrer. Ça ne prend pas longtemps. Ça met une dizaine de jours à se mettre en place. Et puis, on reçoit la carte NHS dans les 6 semaines. Mais on peut déjà avoir le GP entre-temps si on en a besoin, bien entendu. On me demande souvent est-ce qu'on a besoin d'être enregistré chez le GP pour avoir accès à des soins d'urgence. Non, absolument pas. Le GP, ça sert vraiment à aller voir le généraliste pour les vaccins, pour les questions de santé du quotidien. Voilà, et puis maintenant pour la vaccination aussi, pour le Covid, bien sûr. Le GP va gérer les soins. Donc, en fait, c'est lui qui va tout centraliser. Donc, théoriquement, vous allez voir votre GP. S'il pense qu'il y a besoin de faire intervenir un spécialiste, c'est lui qui va organiser les soins spécialistes par derrière. Donc, en fait, si vous voulez voir un gynécologue, voir un pneumologue ou un spécialiste des allergies, ça va se faire par le GP si vous le faites au NHS. Ceci dit, et on parlera tout à l'heure du système privé, c'est un petit peu différent dans le privé. Mais dans le système NHS, tout passe par le GP, donc il va falloir convaincre votre GP que vous avez besoin d'aller voir un spécialiste. En ce qui concerne les soins hospitaliers, une fois que le GP vous a référé à l'hôpital, vous allez ensuite être géré par l'antenne de l'hôpital pour ce soin spécialisé. Donc, par exemple, si vous allez être référé chez le dermato, vous allez aller voir le dermato à l'hôpital et c'est la clinique de dermatologie qui va gérer votre problème dermato jusqu'au bout du problème dermato. Voilà. Et puis ensuite, communiquer avec votre GP s'il y a besoin de faire des ordonnances à répétition, des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc, Marine, est-ce que tu as des questions Je n'ai de pas ton... de questions, mais je voulais insister sur le fait qu'il est vraiment important de s'inscrire effectivement dans une practice de GP public, puisque comme ça, on peut être déjà connu par le système du NHS. Comme disait Mathilde, c'est facile et rapide. Voilà, il faut vraiment la première chose à faire, moi je trouve que c'est important. Ensuite, je ne sais pas si après on a prévu de parler de la pharmacie plus précisément, mais voilà, donc également dans la pharmacie, le système est aussi dichotomique, donc il y a aussi le système NHS pour les prescriptions de la pharmacie et le système privé. Donc le système NHS dans les prescriptions,
En général, les gens doivent payer une fee qui est de 9,20 £, je crois, voilà, cette année, par ligne de médicaments. Et après, il y a des exemptions. Donc, si vous êtes enceinte, pour les enfants, les personnes de plus de 60 ans, etc., là, vous ne payez rien du tout. Mais donc là, c'est réservé aux prescriptions qui ont été prescrites par un médecin qui fait partie du cursus NHS. Donc, voilà, c'est vraiment assez clair. NHS d'un côté et privé d'autre aussi dans la pharmacie. Alors, merci Marine. Oui, effectivement. Alors, si on peut passer à la slide suivante, on va répondre aux questions à la fin parce que je pense qu'on va en couvrir une majorité des réponses. Je vois les questions qui arrivent et je pense qu'on couvre une grande majorité dans les réponses déjà qu'on va poser dans la présentation. Pour les soins d'urgence, il y a 2 numéros qui sont les numéros clés. Le premier numéro, c'est le 999. Ça, c'est le numéro vraiment d'urgence vitale. Donc, si vous avez mal à la poitrine, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de faire un AVC, si vous avez vu un accident de la route, voilà, dans les cas où vraiment il y a cas risque à la vie, entre guillemets, ça reste le 999. Dans la majorité des cas du quotidien, votre enfant a une fièvre, vous vous sentez mal, vous venez de donner du Doliprane à votre enfant qui a tout vomi, vous n'êtes pas sûr s'il faut redonner une deuxième dose ou pas. Là, vous appelez le 111 pour tous les soins, on va dire, d'urgence, mais non vitaux. Et le 111 fonctionne beaucoup comme le SAMU en France, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez les appeler, ils vont faire un triage téléphonique et ils vont répondre à vos questions d'une façon pratique. Donc, soit ils vont vous donner un conseil de santé vraiment en direct, soit ils vont vous passer un médecin ou vous rappeler vraiment dans les 5 minutes avec un médecin qui va faire un triage au téléphone aussi. S'ils peuvent vous donner un conseil, ils vous donneront un conseil. Par exemple, je ne sais pas si j'ai donné trop de médicaments à mon enfant, je ne sais pas s'il faut que je lui en redonne, etc. Sinon, ils peuvent organiser des soins un rendez-vous, même hors dehors des heures d'ouverture. Donc, même par exemple un dimanche, vous pouvez avoir accès à un centre de rendez-vous où vous allez voir un GP d'urgence. Ou, s'il y a besoin, ils peuvent vous organiser un rendez-vous aux urgences ou même vous transporter en urgence. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont attendu un petit peu plus longtemps que 5 minutes. Effectivement, parfois, c'est plus longtemps, mais d'habitude, c'est assez rapide. J'ai eu besoin de les appeler samedi dernier, ça a été très rapide, mais parfois, c'est plus long. Mais effectivement, ça reste pour les soins, on va dire vraiment où il n'y a pas d'urgence vitale. S'il y a une urgence vitale, ça reste le 999. Si le 111 ne vous a pas rappelé rapidement, il ne faut pas hésiter à appeler le 999. Hein. Donc voilà, donc s'il y a besoin, ils peuvent aussi vous envoyer une ambulance. Il y a bien entendu le choix d'aller aux urgences directement. Si vous allez aux urgences en tant qu'Européen, résident en Grande-Bretagne, il n'y a absolument pas de problème. Vous y arrivez, vous donnez le nom de votre GP et ça passe. Si vous n'avez pas de GP, ça passe quand même aux urgences. Ils vous demanderont ensuite de sortir votre carte européenne de santé si vous n'êtes pas encore inscrit. Voilà, donc de toute façon, les urgences sont prises en charge, il n'y a aucun problème. Ça devient plus compliqué si vous n'êtes pas inscrit chez le GP, s'il y a besoin de faire une hospitalisation. À ce moment-là, ils vous demanderont de faire des enregistrements. Les autres options, ça va être le walk-in center. Le walk-in center, c'est très, très pratique pour voir un GP dans les heures d'ouverture normales, mais par exemple le week-end ou assez tard le soir. Sur le site du NHS, vous trouverez celui qui est le plus proche de chez vous ou de là où vous vous trouvez. Et les heures d'ouverture, vous arrivez, c'est gratuit et ils font quasiment tout. Ils peuvent vous donner des antibiotiques, ils vont vérifier les yeux, vous donner du collyre, ils peuvent prescrire des médicaments, des antalgiques. Ils ne peuvent pas faire de radio dans la majorité des cas. Certains centres le font, mais la majorité ne le font pas. Donc, si vous pensez que votre enfant s'est cassé la jambe ou que vous avez peur de vous être cassé le bras, là, il faut aller aux urgences de l'hôpital le plus proche. Et puis le dernier point au niveau des urgences, et ça je pense que c'est assez important parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet, c'est en fait comment accéder à des urgences soit gynécologiques, soit un problème de planning familial, plus de pilules, plus de plaquettes ou autre, ou même des inquiétudes à ce sujet. En fait, ici, il y a des family planning cliniques et des sexual health qui sont très bien organisées, qui sont gratuites, qui font partie du NHS, mais qui sont ouvertes en fin de compte comme des centres séparés. Pareil, sur le site du NHS, vous trouverez le planning familial le plus proche de chez vous.
La plupart d'entre eux sont équipés avec des sonographes, des choses comme ça. Donc, on peut faire des échographies, on peut poser des implants, on peut prendre la pilule. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et aussi tout ce qui est ordonnance d'urgence, etc., contraception d'urgence. Donc, ce genre de centres-là sont ouverts tous les jours, y compris le week-end, et très souvent tard le soir dans le centre de Londres aussi. Donc, il y a vraiment accès à ces urgences-là un petit peu particulières, si c'est des urgences médicamentées ou des questions plutôt gynécologiques, ces gens-là sont vraiment là pour vous répondre. Voilà. Alors, je voulais insister sur le one-on-one, qui est quand même très utile, même pour les cas de prescription, pour renouveler une prescription, ou alors un petit, voilà, vous n'êtes pas bien un week-end, vous ne pouvez pas joindre votre GP, surtout en ce moment, c'est un peu la galère. Moi, je réfère beaucoup au one-on-one, ils sont assez efficaces, franchement, et ils peuvent aussi prescrire des prescriptions, les envoyer à une pharmacie proche de chez vous. Donc voilà, moi, je trouve que le one-on-one, c'est quand même un système qui est très utile et qu'il ne faut pas oublier. J'avais une question, Mathilde, pour vous, pour toi, pour la carte européenne de santé. Tu dis à un moment donné que voilà, si on n'est pas encore enregistré au NHS, on peut avoir avec la carte européenne de santé, il suffit de la montrer, etc. Est-ce qu'elle est encore valable avec le Brexit? Alors oui, la carte européenne de santé, elle est valable jusqu'au moment où elle périme, en fin de compte. Donc, si elle est en cours de validité, il n'y a aucun problème. À partir du moment où elle va devenir périmée, on redemande une qui s'appelle le Global Health Card maintenant. Donc, elle a juste changé de nom et en fait, elle donne exactement les mêmes avantages, mais elle s'appelle différemment. Donc, si vous n'avez plus de carte européenne de santé, je mettrai les liens en fait dans un mail qu'on vous enverra en résumé. Mais voilà, il y a un lien, vous allez demander votre carte, vous la recevez très rapidement. Donc si vous voyez que la vôtre est en cours d'expiration, n'hésitez pas à la demander et ça procure les mêmes avantages que la carte européenne nous donnait, c'est-à-dire accès aux soins d'urgence gratuits en Europe. Pour les Européens. Et donc pour les Européens en Angleterre. Également, je voulais juste rajouter pour les urgences, alors bien sûr, pas des grosses urgences, mais par exemple, je ne sais pas, une infection urinaire ou la pilule du lendemain, etc. Les pharmacies aussi peuvent parfois prescrire, en fait, oui, prescrire ou bien dispenser des médicaments d'urgence. En fait, c'est des choses qu'on ne sait pas souvent, mais par exemple, moi, dans ma pharmacie, voilà, j'ai le droit, par exemple, de prescrire la pilule, si vous l'avez déjà eu, des choses comme ça, sans une prescription qui est encore valable. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font aussi en pharmacie. Nous, on n'est pas forcément au courant. Donc, voilà, il faut aller voir sur les sites internet en fait, des pharmacies en question près de chez vous pour voir quels sont les services qu'elles peuvent offrir, également de petites urgences en fait. Oui, absolument. Alors, pas toutes les pharmacies le font, mais la majorité des grandes pharmacies le font. Et c'est vrai que c'est très pratique parce qu'ils ont le droit de prescrire, par exemple, les antibiotiques pour les cystites, donc les infections urinaires. Ça, c'est un problème fréquent et on n'a pas besoin d'aller voir le GP pour ça. Ils ont le droit de vous prescrire la pilule du lendemain. Ils ont le droit de vous prescrire en urgence certains médicaments antidouleurs. Voilà, donc et puis des collyres pour les yeux, parce que ça aussi, on en parle beaucoup, des conjonctivites, par exemple. C'est des problèmes communs. Donc, c'est vrai que les pharmacies ont ont droit de prescription sur certains médicaments, mais de toute façon, toujours un droit conseil. Donc, c'est vrai que si vous n'arrivez pas à avoir votre GP, qu'il n'y a pas de centre walking pas loin, n'hésitez pas à aller à la pharmacie. Et à nouveau, le 111, parce qu'eux, ils pourront au moins vous indiquer où est votre centre le plus proche, si vraiment c'est quelque chose qui nécessite, en fin de compte, un avis médical. Donc, voilà, ça c'était. On reprendra les questions au fur et à mesure à la fin s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, donc, parlons un peu du système privé. Donc, c'est vrai que le système médical, le système de santé en Grande-Bretagne est à deux vitesses. Il y a le système donc, NHS qui est un système complètement public et complètement gratuit, mis à part dans certaines zones de la Grande-Bretagne où on paye pour les prescriptions. Et puis, il y a le système privé. Donc, le système privé est un système qui fonctionne complètement différemment et complètement indépendamment du système NHS. Donc, l'accès se fait sans inscription. Donc, en fait, vous pouvez
en fin de compte, prendre rendez-vous dans n'importe quelle clinique privée à n'importe quel moment. Il faut savoir que c'est payant et c'est payant. Souvent, les Français, on a l'habitude d'un système qui est payant, qui est beaucoup moins cher que le système anglais. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir que ce n'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc, c'est bien de vérifier les tarifs à l'avance. Et puis de faire des comparaisons, parce que les cliniques dans le même quartier peuvent être à des prix très différents et il n'y a pas toujours une grande raison pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des comparaisons. Ensuite, il faut aussi faire attention, parce que ça, c'est des questions qu'on nous pose souvent. Je ne savais pas que c'était payant, etc. Il y a la consultation et puis il y a tous les frais en plus. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir les médicaments, il va y avoir les laboratoires, il va y avoir les imageries. Il y a beaucoup de choses qui vont être payantes en plus. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir une transparence par rapport aux tarifs. Donc, c'est vraiment important de se renseigner avant de faire appel au système privé. Ceci dit, il y a très souvent des tiers payants avec des assurances privées, AXA, Bupa, il y en a plein. Je vous conseille vraiment de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous guider sur la meilleure assurance dans votre cas, parce que pas tous les cas de figure sont les mêmes et c'est pas parce qu'une assurance va être bien pour votre voisine que ça va être la bonne pour vous. Donc, c'est vrai que c'est bien de faire appel à quelqu'un qui sait de quoi il parle ou alors de vraiment faire des comparateurs en fonction de votre utilisation. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'ils vont voir le pédiatre? Est-ce que vous avez des besoins ophtalmiques, est-ce que vous avez des problèmes dentaires et de faire en fait le choix comme ça. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de guider. On a eu beaucoup de questions sur quelles assurances sont les meilleures. Bon, nous, on n'est pas là pour vous conseiller sur une assurance particulière. Par contre, vraiment de vous guider sur le fait que c'est extrêmement important d'avoir l'assurance qui vous parle et qui convient à votre cas de figure. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le choix du praticien, donc il est complètement libre. C'est vrai que c'est bien, dans le privé particulièrement, je pense, de se faire guider quand on peut. Si vous avez des collègues ou amis qui ont eu des problèmes similaires, c'est bien de leur demander s'ils ont une bonne expérience quelque part. Il y a une myriade de gens extrêmement doués à Londres, mais il y a aussi des gens qui le sont moins. Donc c'est bien de se renseigner un petit peu en amont et de prendre des avis avant de consulter quelqu'un. L'accès est rapide, hein, ça c'est une autre question qu'on nous a posé beaucoup. À quelle vitesse peut-on voir quelqu'un? Dans le privé, on peut voir quelqu'un le jour même, la plupart du temps, le lendemain sans aucun problème. Si vous faites jouer l'assurance, parfois il faut attendre que l'assurance vous donne une autorisation. À nouveau, ça se fait très rapidement dans les quelques jours. Une autre chose qu'on sait très peu, c'est qu'il y a des possibilités de faire des ponts entre le privé et le public. Je m'explique. En fait, si par exemple, vous attendez depuis des mois pour être vu par un dermatologue dans le NHS et que vous avez un problème assez urgent ou que vous êtes très inquiet, vous pouvez aller choisir un dermatologue qui travaille dans le NHS et dans le privé, le voir dans le privé et prendre un premier avis. Voilà, peut-être qu'il pourra déjà vous rassurer, donc vous serez rassuré, vous pourrez attendre le rendez-vous. Peut-être qu'il vous dira si en fait il faut entamer un traitement, et à ce moment-là, vous pouvez prendre l'ordonnance de ce médecin, aller voir votre GP et demander au GP de faire une ordonnance déjà sur ce traitement-là. Mais vous pouvez aussi parfois, en fin de compte, atterrir déjà sur la liste NHS en ayant en fait bypasser, si vous voulez, la première partie de cette attente. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de praticiens qui travaillent sur les deux systèmes. Si vous avez vraiment, vous êtes angoissé par rapport à un problème, il ne faut absolument pas hésiter à aller voir ces gens-là, si vous pouvez bien sûr vous le permettre, pour voir si ils peuvent vous rassurer. Et puis à ce moment-là, au besoin, vous remettre sur le système NHS. La majorité des médecins privés de Londres sont tout à fait à même de vous faciliter cet accès au NHS au besoin. Donc ça, ce n'est pas un problème. Voilà, donc les assurances privées, on en a déjà un petit peu parlé. Oui, alors j'avais 2-3 remarques. Souvent, les assurances privées, si vous avez une assurance privée, vous demandent d'aller d'abord voir votre médecin GP pour avoir un referral avant de. Enfin, c'est pas avant d'aller voir le médecin privé, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir votre médecin privé, mais pour vous faire rembourser, souvent, beaucoup d'assurances privées demandent d'abord d'aller voir votre NHS pour avoir une lettre de référence et pouvoir ensuite vous faire rembourser. Donc ça, c'est un petit point que je voulais soulever. Également, il y a quelque chose qui n'est pas forcément toujours bien connu, mais ces systèmes de ponts existent aussi pour les prescriptions. En fait, tout simplement, si vous avez été voir un médecin privé et qui vous a prescrit un médicament très cher, ou par exemple, j'ai souvent le cas pour des bébés qui sont intolérants au lactose et les laits coûtent très très cher. Et en fait, tout simplement, vous pouvez aller voir votre GP avec la prescription que vous a faite le médecin privé et la faire, entre guillemets, transformer en prescription NHS. Et donc, à partir de ce moment-là, vous payez beaucoup moins cher ou voire pas pour un enfant. Et c'est vrai que ça peut vraiment valoir le coup. Et en tout cas, c'est bon à savoir.
Je pense que c'est important aussi à savoir. Et puis, enfin, un dernier petit point pour les assurances privées. Donc, 100% avec Mathilde, il faut que vous allez voir un comparateur. Il en existe plusieurs qui sont excellents, qui, en fait, en fonction de la taille de votre famille, votre âge, en fait, tout va permettre d'avoir le contrat qui vous convient à vous. Moi, ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, finalement, c'est que les contrats pour expatriés sont ceux qui sont le plus larges et permettent d'avoir une couverture qui permet d'aller voir, par exemple, un médecin privé sans passer par justement ce système NHS. Donc, en fait, il faut vraiment bien se renseigner sur les différents contrats. Voilà. Oui, absolument. Et je pense que c'est vrai que c'est très important ce point sur les ordonnances, parce qu'on est très souvent amené à avoir des médicaments dans le privé qui vont être extrêmement chers, qui en fait vont devenir des médicaments qu'on va prendre à long terme, ou en tout cas à moyen terme avec des enfants, effectivement avec le lait. Et ça, je pense que c'est très important de le savoir, parce qu'on a beaucoup de mamans dans cette situation, malheureusement. Si on peut avoir la slide suivante. Merci. Donc, je voulais toucher un petit peu sur le Covid, pas la maladie, parce que ça, je pense on en sait déjà beaucoup trop là-dessus. Donc juste vous dire qu'il y a un numéro qui est exclusivement dédié à toutes les questions qu'on peut avoir et qu'on peut se poser sur le Covid, particulièrement si on est inquiet parce qu'on pense qu'on l'a, si on ne sait pas où aller se faire tester, si on veut commander un test, si on veut savoir quelles sont les mesures en vigueur, etc. Il y a le 111 online, donc en fait, on va sur Internet, sur le site NHS et on a toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Sinon, on appelle le 119. Alors, là où on appelle le 119, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, c'est des questions à nouveau qu'on m'a posées depuis lundi, depuis l'invitation. En fait, comment savoir, par exemple, on a eu le Covid il y a un mois, et notre PCR est toujours positive, on refuse de reprendre les enfants à l'école. Ça, on l'a eu récemment. Alors, absolument, vous appelez le 119 et vous expliquez la situation. Ils vont vous rassurer, vous dire que c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui ont des PCR positives encore sur 90 jours. Hein. C'est 3 mois, c'est très long. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous avez fini d'avoir vos symptômes, ou votre enfant a fini d'avoir des symptômes, et que vous avez fini votre période de quarantaine à la maison après avoir eu le Covid, vous avez le droit de retourner au travail, vous avez le droit de retourner à l'école sans refaire une PCR négative. Donc ça, c'est important. Si vous êtes amené à devoir voyager alors que votre PCR est toujours positive et que vous avez la preuve que cette PCR a été positive à une date récente, parce que bon, bien sûr, si c'est à 6 mois, ça ne marchera pas, parce qu'on peut avoir potentiellement rattrapé le Covid une deuxième fois, mais si c'était il y a 1 mois ou il y a 6 semaines, il ne faut pas hésiter, vous parlez au 119, ils vous donneront les coordonnées ou ils vous donneront le texte à donner à ces gens-là. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les appeler s'il y a des questions particulières qui aideraient soit à votre droit d'aller travailler, soit au droit d'aller à l'école. Il ne faut pas hésiter. Ensuite, les mesures en vigueur, effectivement, elles sont différentes d'une partie à l'autre du Royaume-Uni. Tout est à jour sur le site du gouvernement. Il ne faut pas hésiter à y aller et à voir. Voilà, donc c'est vrai que c'est très différent de la France, donc il faut pas hésiter à se renseigner sur là où vous vous trouvez, à l'heure où vous vous trouvez, parce qu'elle change vraiment assez régulièrement. Bon, là, on va avoir une nouvelle update au 17 mai, peut-être même un petit peu avant. Donc voilà, on vous tiendra informé, nous, sur Facebook, mais voilà, de toute façon, à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Elles vont certainement changer à partir du 17 mai. On sait qu'on va potentiellement avoir le droit d'être en intérieur, etc. Mais les mesures en vigueur vont changer régulièrement. Donc ça, le meilleur update, ça va être le site du gouvernement pour ça. En ce qui concerne les vaccins, donc les vaccins Covid à l'heure actuelle sont gratuits et disponibles pour toutes les personnes au-delà de 40 ans. Si vous avez au-delà de 40 ans et que vous n'avez pas reçu d'invitation, il y a des walk-ins à l'heure actuelle dans la plupart des grandes villes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez à nouveau aller sur le site. Je mettrai le lien dans le mail que je vous enverrai. Et en fait, vous tapez juste votre nom, votre adresse et votre date de naissance. Et en fait, le site vous trouve le centre de vaccination le plus proche avec les rendez-vous ouverts. Donc ça, c'est assez facile d'accès. Donc à l'heure actuelle, si vous avez plus de 40 ans. Si vous avez moins de 40 ans, ça va venir. Ils ouvrent les âges de plus en plus jeunes à partir, vraiment, enfin, c'était tout le temps. Donc je pense que déjà 38 ou 35, ça devrait venir bientôt. Ça va venir. Effectivement, à l'heure actuelle, il y a 3 mois entre les 2 vaccins. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Français particulièrement qui se posent la question de savoir, mais si je me fais vacciner que le mois prochain, je ne pourrais pas faire mon 3e mois parce que je serai en vacances en France, etc.
Ça, c'est une question que vous pourrez poser quand vous serez au centre de vaccination. Il y a des centres de vaccination qui acceptent de vous faire revenir un tout petit peu plus tôt que les 12 semaines, si vous leur en parlez là, ou pourront vous rassurer en fonction du vaccin que vous aurez, si vous pouvez par exemple le faire en septembre en rentrant ou plus tard. Donc voilà, c'est en fonction du vaccin que vous avez et du centre de vaccination où vous vous trouvez, mais il y a une certaine flexibilité avec la majorité des centres. Et si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous avez plus de 40 ans, ou une fois que ce sera ouvert au 35 ou 38, vous pouvez aussi aller dans les walk-ins. À l'heure actuelle, il y a très peu d'attente. Voilà. Les tests gratuits sont disponibles. Les tests rapides, vous pouvez vous les faire envoyer à domicile par le NHS. Ils arrivent très rapidement, le lendemain, voire le surlendemain si vous vous y prenez tard dans la journée. Il y a des centres de tests gratuits un petit peu partout. Les tests PCR sont gratuits aussi. À nouveau, toutes les coordonnées sont sur le site du gouvernement. Donc, pour les tests gratuits, si vous êtes symptomatique, ce sont les PCR. Si vous êtes asymptomatique, vous avez le choix entre une PCR ou un test antigénique rapide. Et ça, il n'y a pas de problème. Là où ils sont payants, c'est quand il s'agit, bien sûr, dans le système privé. Si vous êtes chez un médecin privé, il vous fera une PCR qui sera payante parce que ça, ce sera un laboratoire qui sera non NHS. Par contre, les tests payants sont effectivement les tests qu'on utilise pour voyager à l'heure actuelle. Donc, il y a beaucoup de polémiques pour savoir si on peut voyager pour la France avec un test NHS. Ça va dépendre du douanier qui vérifie votre certificat. Il y en a qui savent qu'il faut que ce soit un test qui est privé, il y en a qui ne le savent pas, puis il y en a qui ne vérifient pas. Donc, théoriquement, il s'agit d'un test privé pour voyager à l'heure actuelle. Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur le Covid. Je crois que Mathieu a été assez clair. Par contre, je vois qu'il y a une question intéressante. Quelqu'un dit, je fais partie des groupes vulnérables et j'ai déjà reçu une première dose. Est-ce que mon conjoint qui vit avec moi et qui a moins de 40 ans peut demander à être vacciné? Il me semble que oui, hein, Mathilde? Alors oui, absolument. Absolument. En fait, il aurait déjà dû être invité. S'il n'a pas été invité ou elle, en fonction, en fait, vous pouvez soit, enfin, la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'écrire un mail à la practice manager de votre GP ou de les appeler pour leur en parler. Parce qu'en fait, il faut qu'ils soient marqués comme conjoint habitant avec une personne vulnérable et normalement, ils seront invités rapidement. Donc, pour indication, les carers, donc les gens qui s'occupent des personnes malades et les gens qui habitent avec des personnes qui sont soit dépendantes, soit à haute vulnérabilité, ont déjà été appelés au mois de mars. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aurait dû être appelé au même temps que vous, dans le pire des cas. Donc, n'hésitez absolument pas. Il peut aussi essayer d'aller dans un walk-in et expliquer sa situation. Oui, moi je pense aussi si vous êtes vraiment inquiet, etc., il y a moyen par exemple, de recontacter le 119 ou éventuellement même votre surgery, faire un petit mail et demander. Et en général, en fait, tout le monde veut être vacciné. Le NHS encourage vraiment la vaccination. Donc, en général, ce n'est pas un bypass, mais en général, ils sont assez souples et ils disent oui, bon, si vous avez des bonnes raisons, du coup, ils vous contactent dans les jours après. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à éventuellement envoyer un petit mail. Et également, il y a une autre question. Y a-t-il une possibilité de choisir son vaccin comme en France? Moi, de ce que je sais, non. Alors après, on sait qu'il y a des centres où ils utilisent un vaccin particulier. Oui, un vaccin particulier, etc. Mais est-ce que... Alors, théoriquement, non, parce qu'en fait, vous allez à votre rendez-vous et le centre lui-même, la plupart du temps, ne sait pas quel vaccin va être disponible ce jour-là. Ceci dit, vous avez le droit de refuser le vaccin le jour où vous arrivez au rendez-vous. Donc, effectivement, comme dit Marie, il y a certains centres qui déploient un certain vaccin et particulièrement, il faut savoir que Pfizer, particulièrement Pfizer d'ailleurs, est un vaccin qui a besoin d'être gardé à une température extrêmement froide. Donc, la plupart des hôpitaux vont vacciner avec Pfizer parce que c'est eux qui ont la technologie pour le maintenir en forme. Donc, la plupart des tests walk-in center que vous aurez dans les églises ou dans les écoles ou au coin des rues vont être des vaccins qui vont être des vaccins AstraZeneca parce que c'est les vaccins qui sont les plus stables en milieu normal. Moderna, à l'heure actuelle, il y a des grands centres walk-in qui commencent à l'avoir. Font des grands arrivages, c'est les plus gros centres externes aux hôpitaux parce qu'en fait, ils font un grand arrivage et ils vaccinent une grande partie de la population. Donc, on ne peut pas vraiment choisir le jour J parce que d'habitude, il y a un seul vaccin ce jour-là. Par contre, vous avez tout à fait le droit de refuser. Si vous souhaitez avoir un autre vaccin pour une raison X ou Y, vous pouvez tout à fait dire je reviendrai un autre jour et puis vous reprenez un rendez-vous, soit dans un autre centre où vous savez qu'ils ont utilisé le vaccin que vous souhaitez avoir, soit dans le même centre si vous savez qu'un autre jour, il y aura peut-être un autre vaccin.
Ah, ok. Alors, très bien. Donc, dans ce cas-là, si on peut passer à... voilà, merci beaucoup. Alors, ça. Donc, alors ça c'est la question qui revient tout le temps, tout le temps. Donc, je me suis dit, on va faire un bon point dessus. Ça, c'est bien sûr à la date d'aujourd'hui parce que ça change beaucoup, beaucoup. Donc, les voyages dans le sens UK vers la France. En fait, c'est UK vers l'Europe en général, mais il y a certains pays d'Europe qui ont des stratégies un peu différentes. Donc, UK vers la France. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de motif impérieux pour la France. Donc, quand on vient de Grande-Bretagne, on a le droit de rentrer chez soi. Par contre, en Grande-Bretagne, jusqu'au 17 mai, pour sûr, on espère que ça ne va pas être prolongé, ça ne devrait pas l'être, on a des restrictions nationales avec des motifs impérieux pour voyager. Donc, normalement, quand vous êtes français et que vous rentrez en France, il ne devrait pas y avoir de problème pour rentrer dans votre pays. Je pense que ça, ce n'est pas un gros problème. Par contre, si vous avez un conjoint qui n'est pas français ou qui n'est pas européen, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a un document à remplir, on en discutera dans une seconde, qui est un document qui va expliquer pourquoi vous rentrez en France. Donc ça, il faut avoir un motif impérieux à l'heure actuelle, jusqu'au 17 mai pour partir. Il faut également avoir une PCR négative de moins de 72 heures. Donc, dans ce sens-là, c'est essentiel que ce soit une PCR. Donc, c'est un test laboratoire, voilà, à partir de 11 ans. Donc, si vos enfants ont moins de 11 ans, il n'y a pas de problème, donc jusqu'à 10 ans inclus. À partir de leur 11e anniversaire, il faut la PCR négative de moins de 72 heures. Donc, quand vous allez voyager, assurez-vous bien que vous avez un tout petit peu de battement parce qu'effectivement, le laboratoire écrit l'heure à laquelle vous avez fait le test, pas à l'heure à laquelle ils ont reçu le test. Donc, bien attention à tomber dans le créneau 72 heures, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui se font refouler à la douane quand ça fait plus de 3 jours. À remplir avant de voyager, donc 48 heures environ avant, la déclaration Travel Declaration du UK, donc ça c'est les motifs impérieux pour savoir pourquoi vous quittez le territoire, pourquoi vous vous déplacez à l'international alors que théoriquement on n'a pas le droit, et le certificat de voyage international français, donc en fait ça c'est le document voilà, qui va vous permettre en fin de compte de rentrer en France. À nouveau, quand vous êtes français, ce n'est pas un problème. En ce qui concerne la quarantaine, donc à l'heure actuelle en France, c'est une quarantaine qui est à déclaration sur l'honneur, donc il n'y a pas de vérification particulière, mais effectivement, on signe une déclaration sur l'honneur avec un test Covid de 7e jour qui est à faire voilà, une fois en France. Ces tests-là sont gratuits, à nouveau dans la plupart des pharmacies, des laboratoires, et puis vous pouvez aussi prendre rendez-vous en ligne en France. Donc ça, c'est pour les voyages dans le sens UK vers la France. Donc, si on peut voir le slide suivant. Donc, dans le sens France vers le UK, donc quand vous rentrez chez vous ou si vous faites venir des parents pour aider ou voilà, il y a une PCR ou un test antigénique dans ce sens-là à faire de moins de 72 heures à nouveau, donc bien sûr négatif, à partir de 11 ans. Donc les tests antigéniques, c'est ceux qui sont faits rapidement, donc vous avez le résultat en une vingtaine de minutes et c'est disponible un peu partout en France. Sinon, les PCR dans les laboratoires à nouveau, mais c'est vrai qu'il faut prévoir le délai de résultat en fin de compte. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu dangereux entre guillemets pour ne pas louper son départ, c'est de bien s'assurer qu'on a le résultat à temps. Alors, pour le retour sur le UK, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut acheter un kit de test Covid avant de partir de France. Et ce test, c'est ce kit de test jour 2 et jour 8. Alors, je sais qu'il y a certaines compagnies à l'heure actuelle qui séparent les deux tests. Donc, on peut faire le test juste le jour 2, acheter juste celui-là, ou les deux si on reste plus longtemps que 8 jours. Donc, en fait, ces jour 2 et jour 8, on les achète et on reçoit la facture, le reçu. Sur le reçu, il y a le Booking Reference. Et le Booking Reference, c'est ce qu'on va utiliser pour informer le Passenger Locator Form, qui est le document qu'il faut remplir avant de voyager. Donc, en fait, vous achetez le kit d'abord. Ensuite, vous allez remplir le Passenger Locator Form. Et dans le Passenger Locator Form, il y a une boîte pour inscrire, en fait, votre date d'arrivée sur le territoire et la référence pour prouver que vous avez bien acheté ce kit. Ces kits, ils arrivent chez vous dans la majorité des cas. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les kits, mais la majorité des kits un peu moins chers arrivent chez vous. Vous allez faire le kit, donc le test jour 2, vous le faites avant ou le jour 2. Donc, vous pouvez le faire le jour 1 ou le jour 2. Le jour 8, vous allez le faire le jour 8, 9, 10 ou après. Il faut le faire à partir du 8e jour. Voilà. Donc, en fait,
théoriquement, vous ne sortez qu'une fois que le test 8 est revenu négatif. Dans la majorité des cas, ça va être le jour 10, puisque de toute façon, vous avez 10 jours de quarantaine, donc vous recevez le résultat le jour 10, vous pouvez sortir au 11e jour. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est le jour 8, parce que normalement, les laboratoires mettent 48 heures à vous donner un résultat. Donc, il y a certaines compagnies qui sont agréées par le gouvernement, qui sont toutes sur la liste du gouvernement. Ce sont les seules compagnies qui ont le droit de vous vendre ces kits jour 2 et jour 8. Si vous restez moins de 48 heures sur le territoire, vous n'avez pas l'obligation d'acheter ce kit. Si vous restez plus de 48 heures, vous pouvez acheter que le jour 2 si vous restez par exemple 3 ou 4 jours. Et si vous restez plus longtemps, là, vous avez l'obligation d'acheter les deux. Voilà. Ensuite, la majorité des cas, ça va être renvoyé par la poste. Certaines compagnies proposent un service où quelqu'un du laboratoire vient vous déposer le kit, vous fait le test et repart avec le kit. Voilà, ça c'est en fonction des laboratoires, à voir en ligne en fonction aussi de votre budget, parce que là pour le coup c'est toujours un peu plus cher. La quarantaine en arrivant au Royaume-Uni, on n'a pas le choix, c'est 10 jours obligatoires, en sachant qu'ils vérifient vraiment régulièrement les Passenger Locator Forms, donc ils vous appellent tous les jours. Avec une possibilité de sortir à partir du 5e jour si on fait un test le 5e jour. Donc, si vous arrivez à avoir un résultat le jour même, vous pouvez sortir à partir du moment où le résultat est négatif, c'est-à-dire le 6e jour. Si vous faites un test le 5e jour qui part au laboratoire et qui met un peu de temps, vous sortirez le 6e ou le 7e jour en fonction du résultat. Donc, vous pouvez payer un test supplémentaire pour faire un test release, donc sortir à partir du 5e jour. Voilà. Donc, non, c'était très clair, Mathilde, merci beaucoup. Donc, je pense que ça répond à la plupart des questions. Alors, j'ai juste une petite question. Où est-ce que le Covid Test Pack s'achète pour J2 et J8? En France ou au UK? En fait, ça s'achète au UK, mais vous pouvez le commander si vous êtes en France, puisque c'est via Internet. Donc, effectivement, si vous êtes en France et que vous revenez au UK, bien sûr, il faut l'acheter depuis la France, mais dans tous les cas, le site où vous allez l'acheter sera un site Internet ou en tout cas une compagnie du Royaume-Uni. Oui, absolument. Hein. Ce sont des sites britanniques. Vous les achetez de France. Vous pouvez aussi les acheter en amont. Vous pouvez les acheter avant de partir en France. Le problème, c'est que si jamais vous changez votre date de retour parce que votre train est annulé, votre avion a été annulé ou votre voyage a été annulé, ça va être très compliqué pour vous faire rembourser parce que ça a l'air d'être assez compliqué les remboursements. Hein. Ça c'est ce que j'entends au quotidien. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut effectivement l'acheter au Royaume-Uni, mais de France, ou alors avant de partir, vraiment quand vous savez que votre voyage va avoir lieu et que vous êtes plus ou moins certain de votre retour. Donc, ces kits vont arriver au domicile que vous indiquez quand vous les commandez, qui doit être votre domicile donc de confinement. Donc, quand vous avez votre confinement de quarantaine, donc quand vous allez rentrer au Royaume-Uni, normalement, ces 2 tests devraient arriver par la poste le jour où vous arrivez. Voilà, ça c'est dans le monde idéal. Peut-être pour expliquer à des gens qui n'ont jamais fait le test, en fait, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'un test Covid, en fait, c'est un grand coton-tige. Donc, en fait, vous pouvez le garder même presque des années, en fait, quelque part. Et il n'y a pas de date de péremption, en quelque sorte, du test lui-même, puisque c'est juste, en fait, un goupillon de prélèvement. Par contre, une fois, bien sûr, que le test est fait, là, il faut l'envoyer assez rapidement. Enfin, quoique, après, c'est dans une solution, c'est relativement stable, mais sinon, il n'y a pas d'intérêt à l'envoyer plus tard, de toute façon. Mais en fait, c'est pour ça que vous pouvez le commander à l'avance, parce qu'en fait, le test en lui-même, c'est très simple, c'est juste un prélèvement, donc un coton de prélèvement. Donc voilà, c'est très très bête en fait comme objet entre guillemets quoi. Voilà. Oui, absolument. Merci. On n'y pense pas. On les voit, on ne sait pas forcément. Tous les kits arrivent avec une explication vraiment très, très, très détaillée. Comment utiliser. Parce que je vois qu'on a 2-3 questions au sujet de comment on utilise les tests, comment sait-on comment utiliser. En fait, il y a certains laboratoires qui vous demandent de faire juste dans le nez, certains juste dans la gorge. La majorité, ça va être le nez et la gorge. Donc, de toute façon, tout est expliqué. Il vous indique à quelle distance, quel endroit, dans quel sens, etc. Donc, tout est expliqué sur la notice, y compris comment estampiller, s'assurer que ça part bien conservé, etc. Donc, prenez une minute pour bien lire la notice avant de commencer à faire le test. Il y a aussi des vidéos, la plupart des laboratoires ont fait des petites vidéos, donc vous pouvez regarder sur leur site la petite vidéo pour bien vous montrer comment faire.
Donc, c'est vraiment très bien expliqué et c'est facile à utiliser. Donc, ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, si vous avez un doute, vous allez sur le site du laboratoire où vous les appelez, mais normalement, tout est expliqué avec des dessins et tout. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. On a juste une question. Le test PCR est-il douloureux? Alors, je me permets de répondre. Non, ce n'est pas agréable. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas un test agréable. Parce que voilà, c'est un gros coton-tige qu'on se met en plus soi-même ou qu'on se fait mettre dans le nez ou voire dans la gorge parfois selon le protocole du test en question. Donc, ce n'est pas un examen agréable. De là à douloureux, absolument pas. Ce n'est pas quelque chose de douloureux. En tout cas, s'il l'est, c'est qu'il y a un problème parce que ce n'est pas censé être douloureux. Alors, à savoir que certaines personnes le trouvent douloureux parce qu'on peut avoir des polypes dans le nez. Si vous essayez une narine et que c'est douloureux, vous le sortez, vous essayez de changer d'angle. Regardez bien l'angle qu'on préconise, parce qu'on préconise d'aller vraiment tout droit plutôt que de monter. Donc, regardez bien l'angle qu'on préconise sur la notice et vous recommencez dans l'autre narine. Voilà. Parce que souvent, c'est très, très rare, mais le peu de gens qui ont, c'est soit qu'on va dans la mauvaise direction, du coup, en fait, on heurte la paroi nasale, en fin de compte, soit qu'on a, qu'on a un polype ou un nez bouché, dans quel cas on utilise l'autre narine. Désolée, il y a encore une autre question intéressante, je trouve. Est-on soumis aux mêmes règles si on est vacciné? Bien oui, parce que en fait, oui, on est obligé encore pour le moment, en attendant les passes vaccinaux. Pour l'instant, même chose, vacciné ou pas. Oui, en fait, la vaccination à l'heure actuelle est un exercice de protection de vie, donc d'essayer, en fin de compte, d'arrêter les cas de Covid extrêmement sévères, les hospitalisations, et un exercice de santé publique, c'est-à-dire d'essayer de réduire la transmission et de réduire le nombre de cas en circulation pour s'assurer qu'on peut fonctionner en tant que société. C'est qu'à l'heure actuelle, malheureusement, parce que pas tout le monde n'a encore été mis en situation où il a eu accès au vaccin, on ne peut pas vraiment discriminer en disant les personnes âgées qui ont été vaccinées peuvent partir en vacances ou les personnes âgées qui ont été vaccinées n'ont plus besoin de faire des tests. On est obligé de rester égalitaire par rapport à ça aussi. Donc c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à ce que tout le monde ait eu accès à la vaccination de manière égale, il va certainement y avoir encore des mesures générales qui vont être mises en place. Ceci devrait commencer à changer à partir du moment où on a une pleine vaccination, c'est-à-dire à partir d'environ 80% de la population, ce qui va arriver assez rapidement. Mais pour l'instant, on reste sur les mêmes règles pour tout le monde, qu'on soit vacciné. Alors, on va regarder un petit peu les questions. Alors, si on a un membre de la famille au UK qui apporte Covid, peut-on avoir accès à l'invermectine? Alors, je te laisse répondre, Marie. Pardon. Alors oui, c'est plus une question de pharmacie. Peut-on avoir accès à l'ivermectine? Alors oui, l'ivermectine existe en prescription au UK, en prescription privée. Elle est extrêmement chère. C'est un médicament qui, bizarrement ou pas, parce que c'est le cas pour de nombreux médicaments, qui est accessible et très peu cher en France et au Royaume-Uni, c'est un médicament qui est très très cher. Je ne sais pas, on va parler peut-être pour 10 comprimés de 200 pounds, peut-être quelque chose comme ça. Donc oui, c'est possible d'avoir accès à l'ivermectine, moyennant de mettre le prix qui malheureusement est très élevé. Ouais. Alors, malheureusement, on a eu tellement de questions que là, on n'a plus le temps de répondre à plus de monde. Par contre, ne vous inquiétez pas, nous allons vous contacter et répondre. Enfin, je pense que je vais faire parce que je pense qu'on a beaucoup de questions qui ont l'air de revenir. Je vais faire un résumé, puis je vais tout envoyer avec les liens. Comme ça, vous devrez tout recevoir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur Facebook, à nous mettre des posts, nous envoyer des. Voilà, nous, on est là pour répondre. Aussi bien Marine que moi, mais le reste de l'équipe, si vous avez d'autres sujets en tête. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura été utile et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.